Aujourd'hui, je te présente un projet qui a pour but de révolutionner la propriété intellectuelle et on en parle ensemble. Je te présente Story Protocol, un projet blockchain qui veut permettre d'implémenter la propriété intellectuelle sur la blockchain. Et je te présente ce projet en 4 étapes. Premièrement, on va voir ce qu'est le projet, à quels besoins il répond et quelles sont ses propositions de valeur. Ensuite, on verra ses tokenomics, ensuite sa capacité de croissance. En quatrième, et ce qui clôturera la partie fondamentale, son adoption. Et en dernier, on regardera rapidement son graphique. Pour au final te donner une note entre grade A et grade E en fonction de comment je positionne le projet en termes de fondamentaux. Rapidement, si tu me connais pas, je me représente. Moi, c'est Ben. Ça fait 1 an et demi que j'évolue au sein de l'équipe de Réussir en crypto. Et mon rôle, c'est d'analyser le marché des altcoins et de trouver les altcoins qui ont les tests d'investissement les plus sensés et avec les meilleurs fondamentaux pour les présenter aux membres de Réussir en crypto. Et du coup, je t'en présente une partie ici. Depuis 1 an et demi, j'ai pu analyser plus de 250 projets avec le framework que je te présente et qui nous sert à faire l'analyse d'aujourd'hui. Donc, chez Réussir en crypto, on arrive aujourd'hui à créer des tests d'investissement qui sont vraiment solides et qui nous permettent de comprendre le marché de fond en comble. Donc, si tu veux rejoindre Réussir en crypto, je te laisse en lien dans la description une masterclass qui t'amènera vers une vidéo qui te permettra de comprendre ce qu'on fait chez Réussir en crypto. Et si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, savoir ce que tu penses de Story Protocol et me dire les projets que tu aimerais que j'analyse par la suite. On est parti. Donc, premièrement, on va parler de Story Protocol. Aujourd'hui, le besoin dans le domaine de la propriété intellectuelle, c'est que on a un domaine qui est extrêmement vaste, qui est fragmenté en différents sous-secteurs, qui est coûteux et qui est assez opaque. Et du coup, c'est difficile d'obtenir des droits de propriété intellectuelle, ou du moins, il y a des longues procédures et c'est assez coûteux. Et aujourd'hui, ça pose un problème important, c'est le fait qu'on ne puisse pas gérer des licences de façon automatisée. Et en plus, il y a énormément de friction du coup pour obtenir ces protections de la propriété intellectuelle, alors que on arrive dans une génération où c'est encore d'autant plus important qu'auparavant, dans le sens où il y a aussi l'IA, il y a énormément de technologies qui se développent et donc il faut aussi protéger sa propriété intellectuelle grâce à ce type de certificat. Le but de Story Protocol, c'est de pouvoir dans un premier temps protéger cette propriété intellectuelle, dans un deuxième temps de pouvoir la monétiser et de permettre aux créateurs et aux entreprises de licencier et de monétiser toute leur création tout en facilitant tous les aspects collaboration à grande échelle et potentiellement les déclinaisons de création d'œuvres dérivées ou autres en ayant la gestion des droits, donc par exemple droit marketing, droit commercial ou autre. Et grâce à ces propriétés intellectuelles, ils peuvent choisir ce qui est utilisable ou non et ça c'est vraiment une plus-value et un point important, c'est qu'en gros il y a une sorte de modularité dans la propriété intellectuelle en passant par Story Protocol. Aujourd'hui on a un écosystème qui grandit petit à petit avec en ce moment plus de 4000 tokens de propriété intellectuelle qui ont été créés sur la plateforme ip.world, donc on voit que ça commence à se développer, c'est encore jeune et c'est encore récent, mais il y a de plus en plus de solutions qui l'adaptent. La valeur ajoutée d'IP Protocol, c'est que un asset qui va être représenté chez IP Protocol va être représenté en 2 catégories. Donc premièrement on aura un NFT et de l'autre côté on aura aussi les métadonnées donc sur la blockchain IP Protocol. Et donc on aura chaque création qui va être enregistrée et représentée par un NFT aux normes ERC 721 et il contiendra tout ce qui est données juridiques, attributions, relations parents-enfants avec les licences nécessaires et aussi toutes les licences qui seront automatisées dessus. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement un contrôle des permissions comme je vous l'expliquais et aussi des interactions possibles avec la propriété intellectuelle en question. Et donc ces licences elles sont programmables, donc ça c'est vraiment bien. Et donc c'est grâce à ces technologies là que Story Protocol arrive à faire des licences programmables et ça c'est un gros point important. En plus de ça, Story Protocol ils évoluent sur un marché qui est en pleine croissance parce que le marché de la propriété intellectuelle était estimé en 2024 à 11,6 milliards de dollars et en plus de ça on a Story Protocol qui évolue sur un secteur en pleine croissance parce que on avait le marché de la propriété intellectuelle qui était évalué à 11,6 milliards de dollars en 2024 et avec des estimations d'évaluation à 27,7 milliards de dollars en 2027, soit en 3 ans une potentielle hausse de 138%, donc c'est vraiment énorme. Et donc Story Protocol peut aussi profiter de ce marché pour se positionner et apporter une innovation qui sera vraiment disruptive sur ce marché. Maintenant que je t'ai présenté le projet et sa valeur ajoutée, je te parle des tokenomics du projet. Donc on a un projet qui déjà est valorisé à 2,83 milliards de dollars pour une FDV de 9,20 milliards de dollars environ. Et donc on a une répartition des tokenomics qui se fait ainsi avec 38,4% pour toute la partie communauté écosystème, 21,6% pour les early backers, donc ceux qui ont financé le projet, 20% pour les core contributeurs, 10% d'incentive initial, 5% à la fondation et 10% au total à la fondation en 2 bags différents. Ce que ça montre, c'est qu'on a quand même 42% de la supply qui est potentiellement accès insider avec les core contributeurs et les early backers, ce qui est un petit peu élevé malgré les 38% qui sont dédiés à l'écosystème, mais néanmoins c'est quand même une bonne chose dans le sens où on a un cliff de 1 an pour la partie early backer et pour la partie core contributeur. Donc on est tranquille pour l'instant jusqu'au 13 février 2026 parce que le cliff s'arrête à cette période là et les vestings commenceront du coup à partir de 13 pendant 2 ans et 3 ans sur les attributions respectives. Donc selon notre fenêtre d'investissement
investissement potentiel qui est potentiellement jusqu'à la fin d'année ou potentiellement Q1 2026. Ça fait sens et c'est ok si on a des convictions sur ce projet de potentiellement pouvoir s'y exposer. En tout cas, il n'y a pas de risque de pression vendeuse qui va être trop importante durant ces phases-là. Encore une fois, quand je dis que c'est possible d'investir, je te présente uniquement mes convictions et je te présente uniquement moi les recherches que j'ai fait et c'est en aucun cas un conseil d'investissement, tu le sais bien, et du coup fais tes propres recherches et d'investissement si tu souhaites investir sur le marché des crypto-monnaies. Parenthèse fermée, on est reparti. Pour la partie utilité du token, on a un jeton qui est vraiment central à l'écosystème et ça c'est un très bon point. Premièrement, le token sert de staking pour sécuriser le réseau avec un dérivé de proof of stake qui est ce qu'ils appellent le proof of creativity. En plus de ça, le jeton sert à payer les frais de transaction sur le réseau et sert aussi pour gérer la gouvernance et il permet en plus aussi à la monétisation des projets. Donc quand on veut acheter ses licences, etc., c'est en token IP qu'on vient payer ces demandes de monétisation et de création de licences. Donc on a vraiment un jeton qui sert à tout dans l'écosystème et qui est central. Donc ça c'est un très bon point parce que s'il y a de l'adoption sur le projet, ça peut créer une pression acheteuse saine au niveau du token. Comme je vous le disais, on a un market cap de 2,8 milliards de dollars environ pour une FDV de 8,76 milliards de dollars quand j'ai fait l'analyse. Pour moi, il y a un upside possible car on est dans un projet qui est dans un domaine extrêmement important avec une innovation qui est disruptive. Comme je vous l'ai expliqué, le marché de la propriété intellectuelle est en pleine croissance et donc il y a certainement besoin de ce type de solution et notamment le Web3 peut s'imposer comme une solution vraiment viable pour tout ce qui est automatisation et gestion automatisée de tout ce qui est propriété intellectuelle en réduisant les coûts. Donc c'est vraiment un très bon point. Donc voilà, au niveau des tokenomics, c'est plutôt sain. On a pour l'instant une total supply de 1 milliard environ de IP et on n'a que 30% de débloqués, donc de circulating supply. Mais on voit que sur le court terme, il n'y a aucun risque de pression vendeuse spécifique. Et la partie écosystème et communauté, c'est un unlock qui est plutôt sain parce qu'on a aussi besoin quand même de création de tokens pour développer l'écosystème et pour potentiellement faire du marketing ou autre pour que le projet soit connu, donc c'est plutôt sain. Maintenant qu'on a fini la partie tokenomics, on passe à la troisième partie, la capacité de croissance du projet. Et au niveau de la capacité de croissance, on a beaucoup de feux qui sont au vert, notamment le fait que le projet ait levé énormément de fonds. Ils ont levé plus de 216 millions de dollars, donc c'est vraiment énorme. Après, c'est un projet qui, je pense, demande beaucoup de fonds pour venir à bout des ambitions parce que ça demande vraiment beaucoup de développement. Et ils se sont financés auprès de grands investisseurs qu'on connaît bien, que ce soit A16Z, Samsung, Polychain Capital. Donc, on a vraiment un projet qui est bien backé. En plus de ça, ils ont des partenariats de taille avec WorldCoin, Google Cloud Web3 et Magma. Et le petit bémol sur la capacité de croissance du projet, c'est que pour l'instant, au niveau du business model, j'ai trouvé deux datas qui montrent que le projet est peu rentable. Il y a une data qui vient d'un blog qui indique que le projet génère environ 680 dollars par jour, donc c'est peu. Et il y a aussi un article de Mexé qui montre que le projet ne génère que 45 dollars par jour. Donc, en tout cas, dans tous les cas, qu'on soit entre 45 et 680 dollars, c'est encore très faible par rapport à la valorisation du projet. Mais encore une fois, selon moi, au vu de la proposition de valeur du projet et au vu du côté disruptif de cette technologie, pour l'instant, les revenus, ça va pas être forcément ce que le marché va regarder en période de hype et en période de bull run potentiellement. Donc, c'est une métrique dans laquelle il faut être conscient parce que sur le long terme, ça peut poser des problèmes si le projet est toujours pas adopté. Mais pour une prise de valeur à court ou moyen terme, c'est pas forcément très grave. Maintenant qu'on a fini la partie capacité de croissance, on passe à la dernière partie de l'analyse fondamentale qui est la partie adoption. Au niveau de l'adoption, déjà l'adoption médiatique, on voit que le projet a plus de 600 000 followers sur X, donc c'est un projet qui est vraiment beaucoup suivi par la communauté Web3. En plus de ça, on a un Twitter score, donc c'est le ranking du Twitter et son attractivité qui est à plus de 300, donc c'est un ranking qui est excellent. En termes d'adoption de la blockchain et du projet, on voit que le nombre de comptes créés sur la blockchain ne cesse d'augmenter. Par contre, on voit que la croissance ralentit et qu'on atteint environ les 900 000 comptes créés. Et par contre, on voit qu'au niveau des comptes qui sont régulièrement actifs, on avait eu un pic en février 2025 avec plus de 142 000 comptes sur certains jours et qu'aujourd'hui, on est sur environ 3 à 10 000 comptes actifs par jour et que c'est en train de diminuer encore. Donc, vigilance par rapport à ça. On voit qu'on a quand même une décroissance sur les derniers mois. Donc, c'est quand même des métriques qu'il faudra suivre. Au niveau des tokens stakés, on a, d'après les données du réseau, 531 millions d'IP qui sont stakés d'après le dashboard de Story. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On voit qu'au niveau des transactions, on a des nouvelles transactions qui stagnent un peu. Par contre, on a un nombre de transactions qui continue d'augmenter forcément. Donc, il y a toujours une blockchain qui est utilisée. Donc, c'est plutôt un très bon point. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des frais, ça génère très peu de frais. Donc, c'est pour ça que le protocole est peu rentable en ce moment. Et on passe maintenant au dernier point avant de mettre une note à Story Protocol, qui est l'analyse graphique. Donc, comme moi, j'ai plutôt un profil d'investisseur long terme sur le marché, je regarde toujours mes charts normalement en weekly. Et comme ici, où je n'ai pas assez d'historique parce que le token est sorti le 10 février 2025, je passe potentiellement en daily. Mais là, ce qu'on voit en weekly, c'est qu'on a eu une grande impulsion haussière qu'on est en train de retracer. On a déjà perdu le premier arrêt et on est justement venu mécher dans la zone de rechargement avant potentiellement de repartir à la hausse. On a une première zone de support au niveau un peu du volume profile qui est identifié ici, qu'on verra peut-être mieux en daily, mais entre les
9 et 8,40. Et si on perd cette zone, on a potentiellement une zone de confluence entre une zone de support au niveau du volume profile et au niveau du graphique entre les 5,20 et potentiellement 6 qui fait confluence avec la zone de rechargement de tout ce mouvement haussier. Donc ça serait une meilleure localisation selon moi d'attendre de revenir dans ces zones là, donc entre 5, 10 et potentiellement 6. Quand on regarde en daily pour avoir un peu plus d'informations, on voit que on a eu du coup un price action qui a été bien bearish et pour l'instant on a eu une tendance un peu haussière qui commençait à se refaire sur les quelques jours, mais qu'on est en train de perdre cette tendance haussière et qu'on revient sur un price action qui est baissier. Donc pour moi la première zone de support qui doit tenir, c'est celle que je vous montrais juste avant, donc entre les 7,80 potentiellement et les 8,60. Et si on perd cette zone, on irait selon moi peut-être rechercher la zone de rechargement et cette zone de support qui s'était créée dans le volume profile et au niveau du graphique ici entre les 5,60 et les 6,30. Et donc ça serait ici une bonne localisation selon moi pour, si on souhaite s'exposer au token, venir prendre une position. Maintenant encore une fois, on aurait juste pour l'instant une bonne localisation, le momentum est plutôt bearish et on n'a pas de structure, donc vigilance parce qu'on a que un des 3 points intéressants pour rentrer sur un graphique. Et en soi ce n'est que ma méthode à moi et il y a potentiellement d'autres méthodes pour prendre des positions. Mais moi, sachant que ce projet m'intéresse, j'irai m'exposer dessus si je le vois dans ces zones là avec des belles structures se faire. J'attendrai patiemment ces zones et si on n'y revient pas, c'est pas grave, je préfère ne pas m'exposer au projet et être patient et trouver une autre opportunité ailleurs. Voilà, donc pour finir, je classe Story Protocol en grade A parce que pour moi fondamentalement c'est un très bon projet. Donc à titre perso, je pourrais y allouer maximum 10% de mon portefeuille, mais comme il y a une faible adoption sur le projet et qu'il y a quand même un risque systémique dans le sens où si le projet n'est pas adopté, il y a un risque, j'allouerais maximum 5% de mon portefeuille si je voulais m'y exposer avec des convictions long terme et avec des convictions sur le marché de la propriété intellectuelle. Pour moi, les points forts du projet, c'est qu'ils sont vraiment sur un marché qui est en pleine croissance et avec un besoin qui est fort. Ils ont une technologie qui est disruptive. Pour l'instant, de ce que je connais, c'est le seul projet à proposer ça sur le marché et à être autant valorisé et autant visible. Et donc, comme je le disais, ils ont une bonne visibilité actuelle et le projet est beaucoup suivi. Donc ça, c'est un des points forts du projet. Je trouve que leur marketing est plutôt bon et donc ça, pareil, en marché haussier, ça peut faire toute la différence. En plus de ça, on n'a pas de risque de trop forte pression vendeuse jusqu'au 13 février 2026. Donc c'est plutôt intéressant. Et au niveau des points faibles du projet, le fait que le projet soit potentiellement seul sur ce marché, c'est aussi un point faible dans le sens où s'il n'y a pas de concurrence, il y a potentiellement moins de visibilité qui va se créer sur ce marché-là et potentiellement moins de gens vont s'y intéresser. Et l'autre point faible, c'est pour l'instant la faible adoption du projet et les faibles revenus qui sont fondamentalement un point à prendre en compte, mais qui ne sont pas forcément signe d'une mauvaise performance du token en marché haussier. Voilà, j'espère que l'analyse t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de Story Protocol et si t'aimes ce projet. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. À la prochaine. Bye.